Bonjour à tous et bienvenue dans 2019 à la Une, ce numéro spécial fin d'année où nous avons choisi de traiter de quelques grands événements qui seront à la Une l'année prochaine. Les élections européennes, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la présidentielle en Algérie, au Sénégal, l'investiture du président Bolsonaro au Brésil et pour finir, nous parlerons aussi bien football que rugby. Pour cette première partie, je serai accompagnée d'Anissa Jabri, spécialiste Europe et journaliste au service international à RFI. Bonjour Anissa. Bonjour. Merci d'être avec nous et Taufer Mjahid qui est chroniqueur et spécialisé en politique internationale. Bonjour Taufer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons commencer par les affaires européennes et donc avec vous, Anissa. 2019 sera une année assez chargée en Europe. Il y a bien évidemment les élections européennes. Elles sont censées se tenir du 23 au 26 mai. Les citoyens européens vont donc élire leurs représentants au Parlement européen pour un mandat de 5 ans. Quels sont les enjeux de cette élection ? Il y a un enjeu majeur, un enjeu inédit d'ailleurs, c'est est-ce que cette vague de populisme, ces vents d'extrême droite, cette forme de dégagisme aussi à l'égard des partis établis, est-ce que cette vague de populisme qu'on a vue à l'œuvre un petit peu dans tous les pays du continent qui s'est accentuée ces derniers mois, est-ce que cette vague va se traduire dans l'hémicycle européen? Et si c'est vraiment le cas, eh bien, est-ce que ces partis pourraient se réunir ensemble au sein d'un grand groupe qui finalement serait une force contestataire de l'Europe telle qu'elle s'est construite aujourd'hui? Il faut quand même avoir en tête que pour l'instant, ces partis qui sont essentiellement des partis d'extrême droite, eh bien, sont chacun éclatés au sein de petits groupes au Parlement européen. Alors, je vous parle des potentiels gagnants. Il y aurait aussi peut-être un grand perdant, ça serait le PPE qui représente la droite européenne jusqu'ici. Ce parti a toujours été majoritaire au sein de l'hémicycle, a désigné l'essentiel des commissaires, le président du Parlement. Et très souvent, les présidents de commission, on les a confirmés, en tout cas pour ce qui concerne les derniers épisodes, eh bien, ça serait un tremblement de terre. Son leadership pourrait être plus qu'écorné. Ces deux facteurs font que pour beaucoup d'observateurs, on pourrait aussi se retrouver face à une situation là aussi inédite. Un Parlement européen sans majorité, ingouvernable. On a du mal aujourd'hui à imaginer comment il pourrait se structurer, quel vote pourrait avoir lieu. Alors, en tout cas, c'est aussi une autre première, il faut y penser, on est face à une élection, ça ne s'est jamais vu, qui est en quelque sorte incarnée de manière transnationale. Emmanuel Macron, son élection a été très regardée partout en Europe. Il s'est positionné comme très pro-européen. On se souvient que lorsqu'il a été élu le soir de son élection, il fait jouer l'hymne à la joie, l'hymne européen. Il avait aussi dit à tout le monde, un peu dans tous les pays, qu'il aimerait créer un En Marche européen. Alors c'est vrai qu'on l'a observé avec la crise des Gilets jaunes, il est en difficulté à l'international. On se demande s'il va arriver à s'imposer au Parlement européen. Succès en demi-teinte ou échec, en tout cas, ça sera très regardé. Alors, justement, à ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes en France risque aussi d'avoir un impact sur cette élection ? Bon, alors, c'est toujours compliqué à dire quand on est si loin de l'échéance, parce qu'au fond, on ne sait pas comment le débat politique va se structurer, ce qui va se structurer sur les thématiques des Gilets jaunes, et auquel cas, on peut imaginer que pour eux, ou en tout cas pour leur thématique, ça pourrait être porteur, ou est-ce qu'on sera passé complètement à autre chose? Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit aujourd'hui, à droite, à gauche, des groupes de Gilets jaunes se disent qu'ils aimeraient présenter une liste. Les Français l'approuvent, 55% environ, selon les sondages. L'Élysée ne le dit pas officiellement, mais en coulisses, effectivement, on regarde ça plutôt d'un bon œil parce que ça ne devrait pas changer grand-chose pour les votes En Marche. En revanche, ça pourrait prendre des voix à ses adversaires, les Insoumis et surtout le Rassemblement national. Rassemblement national, d'ailleurs, a bien vu venir le danger. Ils viennent récemment de proposer aux Gilets jaunes des places sur leur liste aux européennes. Alors, il y a un autre événement qui est assez important en Europe, dont on parle déjà depuis plusieurs mois, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, c'est prévu normalement le 29 mars, donc avant ces élections, mais surtout, il y a beaucoup d'incertitudes qui demeurent encore concernant le Brexit. Normalement, vous faites bien d'utiliser ce mot-là, parce qu'en réalité, on en est même à douter et de la possibilité de la sortie de la date du 29 mars et de la possibilité d'un Brexit. Donc, une grande étape est prévue au mois de janvier. Theresa May va finalement présenter devant son Parlement l'accord qu'elle a signé avec les Européens. Quand je dis finalement, puisqu'elle n'a même pas osé le présenter devant son Parlement le mois qui s'est écoulé. Alors, est-ce qu'elle a des arguments pour à nouveau les convaincre, des nouveaux arguments? La réponse est non, puisque ceux qui veulent sortir comme ceux qui veulent rester n'ont pas davantage de concessions. Est-ce qu'elle a
Consolider son autorité politique, la réponse est aussi non, parce que c'est vrai qu'elle a repoussé une motion de censure de son propre camp, mais ce qu'on a surtout vu, c'est l'ampleur de la rébellion contre elle. Alors, est-ce qu'elle a une solution pour faire un petit peu peur à tout le monde? En tout cas, c'est l'hypothèse qui est retenue. Elle explique aux personnes qui voudraient rester dans l'Union européenne que c'est le meilleur compromis, parce que sinon, il y a le risque d'un non-accord qu'elle dépeint comme un chaos absolu. Et elle dit à ceux qui voudraient sortir de l'Union européenne, votez mon texte, parce que sinon, je pourrais être renversée. Vous aurez à ce moment-là l'opposition au pouvoir, et vous avez aussi le risque qu'il n'y ait un non-accord. Rien ne dit non plus que ça fonctionne. On l'a observé au Royaume-Uni, souvent les logiques nous échappent. Et d'ailleurs, les médias britanniques en parlent beaucoup. On se demande aujourd'hui si tout simplement la date ne va pas être repoussée. Si elle ne va pas être repoussée pour organiser, c'est très sérieux, un second référendum. Theresa May dit qu'elle est vent debout, mais en réalité, l'hypothèse prend pas mal au Royaume-Uni. Il y a des tests, on se demande quelles questions on pourrait poser sur ce référendum. Donc on est vraiment à un niveau d'incertitude majeur. La presse britannique le dit encore très régulièrement. Elle est tranquille pour un an. Hein. Allez, tranquille pour un an. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses et d'informations qui viennent et qui se retirent. Alors, on va partir sur d'autres régions du monde avec vous, Thauffer. 1er janvier 2019, c'est la date qui a été choisie pour l'investiture du nouveau président brésilien Bolsonaro. C'est le candidat de l'extrême droite. Il a réussi avec plus de 55% des suffrages. C'était fin octobre dernier. Mais qui est vraiment ce président? Quel cadeau, franchement. Qui il est? C'est l'emblème même du dégagisme. C'est quelqu'un qui a commencé son expérience à l'âge de 27 ans, en tant que conseiller municipal. Ensuite, il est devenu député. Ensuite, il a basé toute sa campagne sur le dégagisme, sur la corruption. On se souvient tous de ce scandale d'Odebrecht. C'est une société de BTP qui a mené au résultat qu'on voit actuellement au Brésil, qui a mené également à dégager le président au Pérou. Ce n'est pas uniquement parce que c'est une multinationale. Et c'est quelqu'un qu'on surnomme le Trump d'Amérique latine parce que le populisme. Le problème, c'est qu'il est misogyne. Un peu comme Trump, du coup. Il est misogyne, mais il a eu le vote des femmes. Alors qu'il a tenu des propos totalement déplacés, même à l'égard de quelques députés. Ce n'est pas la peine de citer les phrases, mais c'est quelqu'un de très misogyne qui l'a exprimé. Et là, maintenant, ce qu'il veut, en plus, c'est que je ne veux plus d'immigrés au Brésil. Je ne veux pas du pacte de Marrakech. Je veux transférer mon ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Il fait du populisme à la Trump. Exactement pareil. Le problème, c'est d'où est-ce qu'il a eu cette sympathie? Il a eu cette sympathie parce qu'il y a des problèmes économiques, parce que lui, il dit « Moi, je vais être l'homme providentiel. » Il y a eu pas mal de scandales aussi de corruption, etc. au Brésil, ce qui n'a pas aidé. Oui, ce qui n'a pas aidé. Et Lula, surtout. Et tous les partis au pouvoir, lui, il ne voulait pas de ces partis. Il dit à tout le monde, dégagez. Alors, Bolsonaro, son clan a été rattrapé dernièrement par des soupçons de corruption. Alors, ça n'a pas l'air d'être assez important pour l'inquiéter, on a l'impression, mais c'est quand même assez sérieux. Oui, c'est l'assistant de son fils, en plus. Donc, c'est une affaire de corruption. Ce ne sont pas les sommes de Petrobras, ce ne sont pas les sommes de cette société. C'est une petite somme. Mais lui, il n'a pas caché ça. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il a plus de 6 millions d'adhérents sur Facebook. Donc lui aussi, il est venu par cette vague des réseaux sociaux. Il aime beaucoup d'ailleurs les réseaux sociaux, il communiquait sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il a communiqué sur Twitter pour parler de ça, pour répondre. Il n'a même pas choisi une télé, il a choisi un journal, mais il a parlé, etc., pour dire, moi je suis là, moi je peux répondre, je n'ai rien à voir, mais si même mon fils il mérite d'être jugé, il va être jugé. Donc moi je ne pardonne personne. Mais est-ce que ça passe? Je ne sais pas si ça va passer au Brésil. Alors, l'Afrique va aussi connaître une série d'élections en 2019. On va commencer tout d'abord par le Sénégal. C'est le 24 février. Le Conseil constitutionnel va continuer à recevoir les parrainages des candidats jusqu'au 26 décembre. C'est une nouvelle loi qui demande un certain nombre de parrainages. Mais les candidats cet été ont été près de 80. Mais qui a vraiment ses chances aujourd'hui face à Macky Sall, le président sortant? C'est l'embouteillage déjà. Le nombre de candidatures, ça dépasse 80. Un candidat qui peut être plausible, c'est Khalifa, mais qui est en prison. Un autre candidat, le fils de l'ex-président Karim Wade, mais qui est en exil au Qatar. Mais que maintenant l'opposition essaie de former une plateforme afin de faire face à ce qu'ils appellent l'hégémonie de Macky Sall. En fait, Macky Sall, dire qu'il n'a pas de popularité au Sénégal, c'est faux. Il a une popularité. Sauf qu'eux, ils disent qu'il est en train de verrouiller
tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est etc. Et même quand on a accompagné le président Macron au Sénégal, on voyait déjà la campagne de Macky Sall. Donc qui a commencé depuis bien longtemps. Il a commencé avant l'heure sa campagne électorale. Il a fait un tour quasiment dans toutes les villes du Sénégal. Donc il se prépare et il se croit déjà. Et en fait, avoir autant de candidats, ça divise aussi un petit peu toute forme d'opposition. Ça divise beaucoup, puis on ne fait pas très attention, c'est comment essayer de récupérer les ethnies qui ont un rôle primordial dans les élections, et surtout les chefs de tribu au Sénégal. Et Macky Sall joue cette carte, mais très bien, parce qu'il connaît très bien le pays, il a sillonné le pays, donc il connaît tout le monde, et je pense qu'il a un appui populaire assez important. Donc en gros, le candidat favori face à Macky Sall, c'est Macky Sall en fait. C'est Macky Sall. Bon. Alors, on va s'arrêter là avec ces élections, mais on va revenir d'ailleurs en deuxième partie pour parler, entre autres, de l'Algérie d'ailleurs. Et puis, on va bifurquer un peu sur la Libye dans quelques instants. Merci beaucoup, Anissa, d'avoir été avec nous. Nous allons vous garder avec nous. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte du chocolat à la française, car il existe bien une tradition de fabrication du chocolat et pas seulement de consommation. C'est à voir dans ce nouveau numéro de 7 jours en France. 7 jours en France, à voir sur France 24 et france24.com. Depuis 10 ans, les observateurs de France 24 vérifient pour vous les fausses informations qui circulent sur Internet. Jetez un coup d'œil à notre rubrique Intox. Vous y trouverez tous nos articles vérifiés et nos conseils pour ne pas vous faire piéger. Vous avez un doute sur une photo, une vidéo, vous pensez que c'est une intox? Eh bien, contactez notre rédaction par mail, Facebook ou même WhatsApp. Nos équipes vérifieront pour vous si c'est une info ou une intox. Faites le bon choix devant la météo avec les magasins Pro, électroménager multimédia à prix malin.